Depuis 10 jours, le pays a replongé dans la guerre. À l'origine, il y a la volonté d'Israël de profiter de l'affaiblissement du régime iranien pour se débarrasser définitivement du Hezbollah libanais. Mais est-ce seulement possible? Le pays a-t-il atteint ses limites en termes de résilience? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Fouad Kourielou. Bonjour, vous avez été directeur du quotidien libanais L'Orient le Jour. Vous avez aussi publié récemment Liban et état de survie. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre regard, votre analyse aujourd'hui. Mais avant de parler, de faire vraiment cette analyse, comment allez-vous alors que vous voyez une nouvelle fois que vous êtes sur place, votre pays s'enfoncer dans la guerre? Écoutez, bonjour, merci de votre accueil. Effectivement, c'est le chaos ici. Les frappes israéliennes commencent à s'étendre et à toucher progressivement des, les zones qui étaient moins concernées immédiatement par la guerre. On peut également estimer que le Hezbollah, dans sa stratégie de survie, eh bien, a des cellules dormantes un peu partout au Liban. Donc, si l'escalade continue, on peut supposer que d'une part, l'État Israël mettra à exécution sa menace qui est d'envahir le Liban Sud. En tout cas, il y a de fortes concentrations de troupes à la frontière. Et d'autre part, continuera de poursuivre le Hezbollah dans tout le pays. Les autorités israéliennes ont menacé le Liban, ou en tout cas une partie du Liban, d'un scénario comparable à Gaza. Alors, évidemment, ce ne serait pas la même chose. Ce ne serait pas la même chose en termes de destruction, mais ce serait la même chose en termes de pression. Et donc, la pression sur le Hezbollah serait là partout. Et donc, ce serait une pression d'abord sur le Liban en entier, la population libanaise, mais également, et c'est là le point essentiel, sur le gouvernement libanais, sur les composantes politiques. Une pression énorme et on peut supposer que à terme, le pays tout seul ne pourra probablement pas résister tout seul. Hein. La fameuse résilience libanaise a Hmm. des limites, comme toute chose. Et donc, le Liban aura besoin d'un soutien international. Alors, le président Macron, aujourd'hui, commence à élever la voix pour essayer de mettre en place une médiation et un cadre de négociation entre le Liban et Israël. Et c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas assez parce qu'il y a le vacarme de la guerre en ce moment, mais les autorités libanaises ont pris deux décisions en l'espace de quelques jours qui sont d'une importance radicale. D'abord, de mettre hors la loi l'action militaire du Hezbollah, Hmm. voire le Hezbollah lui-même, ce qui était absolument impensable il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et deuxièmement, à solliciter des négociations directes avec Israël, ce qui est également une quasi-impossibilité. Mais Alors là, malheureusement, oui, sur ce point, Emmanuel Macron parle de discussions avec toutes les composantes du Liban. Donc ça implique aussi le Hezbollah. On imagine bien évidemment qu'Israël s'y oppose absolument. Il est hors de question pour Israël de discuter directement avec le Hezbollah. alors bien sûr, il y a deux choses. D'abord, la posture israélienne semble indiquer que je dirais le champ de bataille libanais restera distinct du champ de bataille iranien. C'est-à-dire que même si les armes se taisent en Iran, hypothétiquement, dans quelques jours, dans quelques semaines, dépendamment des évolutions, la bataille pour Israël continuera au Liban parce qu'Israël est bien décidé à en finir avec le Hezbollah comme carte de pression à la frontière nord d'Israël, carte de pression iranienne. Donc, il y a la poursuite du... On sent que les choses ne s'arrêteront pas là. Et puis face à cela, il y a la posture du gouvernement libanais et puis en vis-à-vis ce que dit le président français. Alors la question, c'est est-ce que ces déclarations-là et ces décisions du gouvernement libanais sont à effet immédiat ou c'est simplement dans l'attente, c'est la préparation de l'après-guerre en quelque sorte. C'est-à-dire que malheureusement, euh, beaucoup d'analystes le disent au Liban, les autorités libanaises, l'armée est incapable aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, de désarmer le Hezbollah. Elle n'en a pas les moyens militaires et elle n'en a pas les moyens politiques parce que ça provoquerait une scission dans le pays. Et donc, il est à craindre que les autorités libanaises soient contraintes de rester les bras croisés, regarder Israël frapper le Hezbollah suffisamment, quitte à ce que le Liban entier soit très durement frappé, avant de pouvoir faire quelque chose. Donc le Liban paierait un prix exorbitant. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est mettre en place un cadre diplomatique pour l'après-guerre. Alors, il faut espérer que ce ne serait pas le cas,
Mais donc, la position du président Macron rappelle la position des autorités libanaises qui ne veulent pas briser, je dirais, aller jusqu'au bout avec le Hezbollah pour ne pas s'aliéner toute la communauté chiite, pour ne pas prendre le risque d'une guerre civile au Liban, d'une scission irrémédiable, pour garder le Liban en tant qu'État, en tant qu'entité, pour le garder viable. Et je pense que ça rappelle la position française, mais tout cela ne réglera pas les choses aujourd'hui parce qu'Israël est déterminé à aller jusqu'au bout. Là, ce que Donc, l'on il est à craindre que les combats continuent effectivement. Là, c'est vrai que ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que on a un pays qui est entré malgré lui dans la guerre, qui est entré dans la guerre à cause du Hezbollah. On entend la volonté d'Israël d'éradiquer le Hezbollah, mais ça implique la mort de civils, on le voit, du personnel médical, des universitaires, des prêtres, au-delà de militants du Parti de Dieu. Et tout cela, je ne parle pas des centaines de milliers de déplacés qui vivent dans des conditions, on l'a vu dans nos reportages, extrêmement précaires, à dormir à même le sol, avec des enfants, des nourrissons qui n'ont rien du tout. Ça nourrit une colère qui est existante déjà dans la société libanaise. Il faut en finir avec le Hezbollah, même si pour certains il est très présent socialement dans la société libanaise. Mais c'est lui qui est à la cause de cette déstabilisation, de cette instabilité du pays depuis des décennies. Absolument, et il y a un risque réel sur le pays parce que vous avez des centaines de milliers, les chiffres officiels sont au-delà du million de déplacés. Et ces déplacés-là sont dans des régions qui n'ont pas la même structure confessionnelle. C'est-à-dire que malheureusement, le Liban aujourd'hui est depuis 50 ans de guerre déjà, donc découpé en zones géographiques qui n'ont pas la même composante religieuse. Donc il y a une région chiite ou des régions chiites, des régions sunnites, des régions chrétiennes, etc. Et donc, les chiites aujourd'hui sont forcés de partir de leur région et sont déplacés dans les régions qui relèvent théoriquement d'autres communautés. Alors, si ce déplacement s'installe dans la durée, là, vous avez une remise en question de tous les équilibres démographiques, sectaires, confessionnels qui ont fait le Liban depuis des décennies. Et potentiellement, c'est une bombe à retardement. C'est un problème en plus, c'est une pression énorme sur les autorités libanaises, sur le tissu social du pays. Ce qui est à craindre, et ce serait vraiment un scénario qu'on a déjà vu au Liban dans d'autres circonstances, c'est un scénario du type Gaza au Liban Sud, et c'est une menace très claire des autorités israéliennes, c'est de raser le Liban Sud, couplé à un scénario dans le reste du pays du type de la Cisjordanie, où les autorités palestiniennes, le président Mahmoud Abbas, sous la pression militaire, économique, politique d'Israël, eh bien, est contraint de faire la police et de faire taire les factions comme le Hamas qui existent en Cisjordanie. Donc, il est contraint de les réprimer sous la pression. Et donc, vous avez un équilibre précaire en Cisjordanie. Alors, la situation n'est pas la même au Liban, les données sont différentes, mais la dynamique pourrait être la même, c'est-à-dire qu'une zone sud occupée par l'armée israélienne et au-delà, eh bien, une zone où les autorités en place sont contraintes de faire la chasse au Hezbollah, alors même qu'une partie de la communauté chiite ne serait pas d'accord. Donc, on peut imaginer que le pays deviendrait une poudrière dans ce cas-là. Et il faudrait absolument, je pense, une initiative internationale pour venir à la rescousse du pays. On sent cela déjà dans un peu le discours qu'on entend de la part de la France. Ce qui se passe au Liban, Fouad Khouri, et Lou, dépend bien évidemment de ce qui se passe aussi en Iran. Quelle trajectoire se dessine selon vous? Écoutez, l'Iran suit bien entendu la logique de la guerre asymétrique, comme vous l'avez mentionné. La guerre asymétrique, le principe est très simple. C'est je dois survivre à tout prix, même s'il me reste un fusil, je dois survivre à tout prix et augmenter les coûts de la confrontation pour l'adversaire. C'est pourquoi l'Iran bombarde tous les États du Golfe, menace de fermer le détroit d'Ormuz, de remettre en question l'équilibre énergétique mondial. Et face à cela, les États-Unis eux-mêmes font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils essaient d'augmenter au maximum le coût de la confrontation pour l'Iran et de détruire tous les centres de commandement, de contrôle, les usines d'armement et ainsi de suite. La frappe sur l'île de Karg
euh, qui vient d'être faite porte un message très clair. C'est les installations militaires ont été frappées et pas les installations pétrolières. Donc, on peut imaginer que les États-Unis envisagent, et ils en ont parlé, un déploiement de forces spéciales, peut-être dans l'île de Karg, pour prendre le contrôle, prendre. Ah, Fouad Kourielou, je crois qu'on vous a perdu malheureusement. Ouais, je crois que là vraiment le son est coupé, la liaison est coupée. J'en suis désolée parce que c'était passionnant comme à chaque fois. Nous avions déjà reçu il y a quelques mois sur ce plateau et c'était passionnant. Vous nous entendez à nouveau, Fouad Kourielou? Pardon, je vous laisse terminer. Je Oui, vous laisse conclure oui. votre réponse. Je dis, il est envisageable que suite à la frappe sur l'île de Karg, sur les installations militaires, les États-Unis déploient leurs forces spéciales sur cette île pour prendre le contrôle des exportations iraniennes et faire en sorte eh bien, de dire à l'Iran, votre guerre asymétrique, vous ne pouvez pas la tenir dans la durée. Et c'est bien ça l'élément essentiel, le point d'interrogation dans la stratégie iranienne, c'est que la guerre asymétrique, ça fonctionne quand vous êtes une milice, quand vous êtes un mouvement de résistance décentralisé, fondu dans la population. Mais quand vous êtes un État central, vous ne pouvez pas faire ça à long terme parce que si vos centres de commandement et de contrôle sont détruits, eh bien, vous n'avez plus la possibilité de réagir et de tenir le pays. Et si l'on arrive au point de rupture, eh bien là, on entre dans d'autres scénarios. On ne sait pas si les Pasdaran, les gardiens de la révolution, se sont préparés à cela. On entre dans une logique d'implosion du pays. Et là, ça change complètement les donnes, bien évidemment. Donc, il est à craindre que si les choses continuent dans ce sens-là, l'on arrive au point d'implosion de l'Iran. Et là, ça pose d'autres questions sécuritaires sur l'ensemble de la région, bien entendu. Dans quelle mesure, ce sera ma dernière question, pensez-vous que Donald Trump, en intervenant en Iran, est venu fragiliser la sécurité des Américains? On a l'impression qu'avec le début de cette guerre en Iran, le foyer de guerre et d'insécurité n'est plus circonscrit au Moyen-Orient. Alors, je dirais que oui et non, dans la mesure où les principales victimes d'une interruption du flux pétrolier en provenance du Golfe, ce qui serait la principale résultante pour l'économie mondiale de ces événements-là, eh bien, cette interruption des flux pétroliers frapperait d'abord la Chine, qui importe 50% de son pétrole du Moyen-Orient, du Golfe, et ensuite provoquerait une réorganisation des flux pétroliers mondiaux. On le voit déjà avec la Russie, où les États-Unis ont relaxé un petit peu les contraintes sur l'exportation de pétrole russe. Donc on sent qu'il y a une volonté, par-delà ce qui se passe en Iran, il y a une volonté de contrôler les flux énergétiques. On l'a vu également au Venezuela. Et est-ce que cela s'incarne, je dirais, dans une stratégie globale mise en place par l'administration Trump? Il faut l'espérer. Il faut espérer que tout cela ne soit pas simplement du coup par coup. J'essaie d'abord au Venezuela, puis j'essaie en Iran, puis je vois ce que ça donne. Donc, derrière la posture un peu de dealer du président Trump, il faut espérer qu'il y ait derrière une stratégie un peu plus cohérente et qui a pris en compte tous les scénarios possibles pour que s'il y a une très grande crise au niveau du Golfe et des approvisionnements énergétiques, eh bien, il y ait des stratégies de remplacement. On peut supposer qu'ils y ont pensé. Est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout de leur réflexion? C'est la question qu'on verra peut-être apparaître. Fouad Kourielou, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, je voudrais on voit peut-être cette image du pape qui était au Liban. C'était son premier voyage diplomatique après son élection. Léon XIV qui avait prié devant la tombe de Saint Charbel, qui est le saint patron du Liban. Nous demandons la paix, nous l'implorons tout particulièrement pour le Liban et pour tout le Levant. Des mots dont l'écho est d'autant plus fort aujourd'hui.